these ambassadors. Oui, merci beaucoup. Je suis Hector Canson, ambassadeur du Venezuela auprès de l'UNESCO. Je tiens à remercier tout d'abord les membres du conseil d'administration ici présents, ainsi que souhaiter la bienvenue à M. Otto, le directeur général adjoint pour la culture, et ainsi que membres du secrétariat qui ont beaucoup travaillé pour nous présenter les résultats de la dernière réunion du conseil d'administration. Je tenais tout juste à souligner ce qui a déjà été dit par Mme l'ambassadrice Rebeca Sanchez-Veil au sujet de l'intérêt de la continuité du Fonds pour la promotion de la culture. Comme il a été démontré, comme il a été déjà aussi souligné par les différents intervenants audiovisuels et pressants ici à la salle au cours de cet après-midi, le fonds a été de beaucoup d'aide pour des jeunes, surtout venant du Sud, ce qui a été l'un des objectifs principaux justement lors de la constitution de ce fonds pour la culture. Et il me semble qu'au moment où, au sein du conseil exécutif, dont le Venezuela fait partie, où l'on commence à parler justement de la transformation stratégique, il serait très intéressant que la nouvelle administration de l'UNESCO puisse travailler main dans la main avec les États membres pour fortifier justement ces programmes qui mettent en valeur l'action de l'UNESCO dans le terrain. L'une des actions et l'une des suggestions les plus répétées au sein du groupe préparatoire ainsi que du conseil exécutif de l'UNESCO par les États membres a été le besoin qu'on a à ce que l'UNESCO puisse reprendre un rôle de travail sur le terrain qu'elle a perdu lors de ces dernières années. Nous avons besoin d'une UNESCO plus active, nous avons besoin d'une UNESCO plus visible, et nous croyons que c'est justement avec des programmes qui aident à la visibilité de l'UNESCO, qui aident aux jeunes, qui aident aux créateurs, qui aident justement à cette culture de rue, cette culture quotidienne des gens autour de la planète, à faire que l'UNESCO puisse être considérée comme une organisation proche des gens et comme une organisation qui s'approche des gens, ce qui sans doute nous sera très redevable pour assurer une bonne continuité des objectifs de l'organisation. Ainsi, ma délégation souhaiterait bien sûr appuyer la continuité du fonds, éviter ces informations par lesquelles on souhaiterait éviter la continuité du fonds et préserver l'argent qui lui reste pour d'autres programmes, dans la compréhension où justement ce qui est en train d'être fait, ce qui vient d'être démontré à partir de ces vidéos nous démontre justement, nous montre l'importance de continuer à ce travail. J'aurais juste une petite remarque au sujet du questionnaire qui a été envoyé aux États membres, au sujet, je crois que c'était la dernière question qui a été posée aux États, sur lesquels on nous demande si on est d'accord ou pas d'accord, ou si on est capable de donner un peu plus d'argent aux nouvelles administrations, aux nouvelles contributions pour le fonds. Je crois que ce n'est pas là la question du jour. Ce n'est pas tout juste de savoir si on va donner ou on ne va pas donner plus d'argent. Je crois qu'on est en train de parler de l'intérêt de continuer avec le travail du fonds. Je crois que c'est là une première étape. Après, pourrait venir une seconde étape à laquelle on demanderait aux États si vraiment les États peuvent donner un peu plus de fonds. Mais ce n'est pas à la première étape qu'on devrait demander aux États s'il y a encore l'intérêt de donner un peu plus d'argent, étant donné qu'on a encore de l'argent. Si bien 800 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent, si on les compare avec d'autres programmes, d'autres objectifs qui ont beaucoup moins d'argent, je crois qu'il nous reste encore des possibilités de faire de bonnes choses avec ce montant-là. Donc je voudrais juste remarquer que cet avis du secrétariat concernant l'argent pourrait faire partie d'une seconde phase de consultation aux États et que la première phase doit être concentrée vraiment sur la continuité et sur la relation stratégique du fonds avec donc les bonnes productions qui ont été faites de par le passé. Je tiens à nouveau à remercier tous les intervenants et tous les États membres ici présents
par leur soutien et assurer qu'en sein du Conseil exécutif, bien sûr, on portera la voix de la continuité, une continuité qui se passera bien sûr avec une relation constructive avec cette nouvelle administration de l'UNESCO que je suis sûr, avec laquelle je suis sûr on pourra partager des objectifs communs et une liaison très étroite pour réussir à des objectifs qui nous relient. Merci à la présidence. Merci pour cette réunion, merci monsieur le sous-directeur pour la culture pour cette réunion et tous les responsables du FIPS. Je suis Wael Abdelouab, le délégué permanent adjoint de l'Égypte. Ma délégation soutient tout ce qui a été dit précédemment par la délégation du Venezuela à propos de la continuité du fonds. Je crois que pour le futur du fonds, il va dépendre grosso modo par deux éléments. Le premier, c'est l'intérêt que tous les États membres y portent, et le second, c'est sa capacité à mobiliser les ressources. Et je crois que là où on est, c'est que ces deux éléments-là, on est un peu dans un cercle vicieux. Si, étant donné qu'il n'y a pas assez de ressources, donc les États membres ne portent pas assez d'intérêt. Peut-être qu'il faudrait juste aussi mettre en relief quand on dit le manque d'intérêt pour les pays membres, c'est pas forcément un problème qui est juste restreint au fond. C'est tout l'UNESCO, pratiquement tout l'UNESCO qui souffre de difficultés financières, c'est pas seulement ce fonds-là. Les pays membres, si je me souviens bien, ils avaient dit qu'ils préféraient ou qu'ils auraient préféré d'abord qu'il y ait assez d'argent pour que les conventions culturelles soient appliquées. Et c'est de cette optique-là, de cette perspective-là qu'il faut juste comprendre la situation là où on est. J'avais juste deux questions. La première, c'est qu'il y avait des appels d'offres qui étaient lancés en 2015 et 2016 pour recruter ou pour avoir un consultant pour faire une stratégie de communication pour le fonds et pour augmenter ses ressources. Je ne sais pas où est-ce qu'on est de ce point-là. La seconde question, c'est que, ou peut-être une suggestion, c'est qu'en septembre prochain, normalement, il y aurait une conférence de donateurs qui sera organisée par l'UNESCO, par le secrétariat, et je crois qu'il serait peut-être envisageable de mettre le fonds de faire comme une présentation sur le fonds et de présenter les activités du fonds aux donateurs potentiels, parce que je crois que si peut-être la relance du fonds, encore une fois, ça nécessitera plus de s'appuyer sur des personnalités, des personnes privées, pas publiques. Merci beaucoup. Thank you very much. Ambassador from El Salvador, please. Thank you very much. I am delighted to see my good friend Rebeca Sanchez-Bello here with us. We were together in the executive board when Venezuela was vice president of the executive board, and we fought many important battles. And I want to say I'm so happy to see you there and here, Ambassador, defending this fund that is so important for CRULAC, for Africa, for all the groups here. First of all, I would like to also thank Ambassador Yai, who was president of the executive board when Ambassador Sanchez-Bello, Venezuela and El Salvador were in the executive board. And he has always been a very savvy, brilliant mind. And we are so happy to have you here, Ambassador Yai, you're a friend. And he speaks perfect Spanish, so we like him even better. Anyway, also I would like to say hello to our new ADG of Culture. Welcome, and to the representative of the fund who is here to so kindly give us some information on this fund. Now, having said that, having done all the protocol, I would like to stress that the issue of this culture fund was almost slipped under the rug in the last executive board.
while I was in the Bureau of the Executive Board, this issue was proposed to pass without debate. And I immediately said, absolutely not. I was supported by Professor Cero, president of PX, Ambassador of Oman, also president of SP, along with the regional presidents of Africa and Latin America. Therefore, if we would have been paying attention, this would have gone under the radar and it might have been closed. Now, when you look at this incredible brochure, you see the unique projects that have been funded by this fund that we will fight to keep open. Now, it's very interesting to see here that, let's say, in 214, the number of projects submitted by region, you had 16% Africa, 18% Latin America, 24% Europe and North America, and 26% cross-regional. And it goes like that, also having Africa 15% in 215, 20% Latin America in 215, and 31% Europe and North America. So this is not only a fund that has benefited the countries of the South. It is, I think, essentially so that the countries of the South can set forth important cultural projects that need more money than what the participation program could give. And if you see this brochure, I'm actually extremely impressed. So I want to ask why the Secretariat has not had a strategy of communication to have member states know and appreciate this fund. It is not that hard. I mean, there's many information meetings promoted by the culture sector that could speak about this, because we are going to continue talking about this fund, and we will continue fighting for it until the 40th General Conference, and you can be sure that by then we may have appealed to some countries to donate some money. I think that the new Director General has great interest in cultural issues, and I think she would be someone who would be helpful to promote this fund. I think this is something that she could do. Now, I would like to know the issue of of this questionnaire that was sent a month ago. Today is the first time I hear about it. Now, I think that also this questionnaire hasn't been given enough visibility. We haven't even spoken about it in GRULAC. And GRULAC is very, very interested in keeping this fund open, as the distinguished ambassador of Venezuela says, and I support his statement. Therefore, we need to promote this. There has to be communication about this fund here in headquarters. And also, I would like to know why this fund was not promoted by the offices in the field when they were looking for financial cooperation. I mean, this gives UNESCO a lot of visibility, and also the countries where we have field offices could really benefit their regions by having this fund fed in some way. So, and also, I would like to know, the last time we had 1.8 million, now we have 800,000. Now, is this fund being depleted by a secretariat that is employed, that is not doing anything? Because if there is a secretariat working and we're paying them a lot of money, they should be promoting this fund. If not, they're just sitting in their desks. So this is maybe I'm wrong, and probably I am, but I would like to ask this question. What
Why is this fund being depleted? Is there a secretariat? And what are they doing? Thank you very much. Thank you very much for all your questions and comments. I will try to go through these one by one. On the comments of the ambassador from Venezuela, the distinguished ambassador of Venezuela, you had asked most of, I think, what you had said were comments. There was one question that you had asked regarding the amount and what could be done with the amount, and that there could be other things done with the amount and with the 800,000. And in fact, that has been considered. The Administrative Council considered what could be the best ways to use this 800,000 at the last meeting of the Administrative Council. And there was a decision to launch another call for a communication strategy, communication and fundraising strategy. And I will go into the communication and fundraising strategy now, because this was something that was also asked by the distinguished deputy delegate from Egypt regarding the call for tenders in 2015, and also about the strategy and what happened. So, and also this is something that the distinguished ambassador from El Salvador has asked, so perhaps it will be easiest if I just go through and explain. First of all, we have reports on the activities of the IFPC that have been submitted at each session of the General Conference since the fund's revitalization in 2011. That means it's the 36th session, 37th, 38th, 39th General Conferences. It was also discussed at length during the 202nd session of the Executive Board in document 202X13 in October 2017. Now, to explain about the timeline of the communication and fundraising strategy, in February of 2013, the Administrative Council examined preliminary fundraising proposals, noted that contracting an external company would be required for approaching private donors. In October of 2013, the Council examined a two-pronged approach submitted by the Secretariat, first was informing and the second was building on evidence, and then directed the Secretariat to undertake phase one. And then in February of 2015, the Council updated on phase one, which included a brochure, a USB key, mapping of partners, revamping of the website, all of which was part of informing and building on evidence, and directed the Secretariat to identify a communication specialist to propose a communication and fundraising strategy. In February of 2016, the Council reviewed the two proposals received in response to the bid to identify a communication specialist, and then found the proposals too costly. The Council rejected both and asked the Secretariat to identify other options. Another bid was launched, but the proposals did not meet the criteria established by the Council. In June of 2016, during a conference call, the President requested that a meeting be set with the then Assistant Director General of Culture to discuss communication and fundraising options. And during this meeting in July of 2016, it was agreed that the presidents of the 6 regional groups and the ambassadors of a certain number of other member states would be informed of the urgent financial situation of the IFPC, and their support would be requested. In October of 2016, the President met with the ambassadors of all UNESCO regional groups and 4 other countries, and follow-up letters were sent to Kuwait, Iran, Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates, highlighting the work of IFPC and its urgent need for financial support. In January of 2017, Saudi Arabia has informed that it was not able to contribute financially, and no other responses have been received.
And in September of 2017, following the request of the Council, the Secretariat prepared an activity report and the photo gallery of all IFPC co-financed projects since the fund's revitalization. Si vous me permettez, bon, comme je suis nouveau, je peux me permettre certaines choses. Vous allez me connaître, je suis très direct. Donc, tout d'abord, remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué par leur expérience, par la mémoire de ce qu'est l'importance de ce fonds. Pour les questions, je crois que la transparence est obligatoire dans n'importe quel organisme, donc il n'y a aucune question qui peut déranger. Par rapport au questionnaire, bon, moi je suis arrivé plus tard, donc je ne vais pas parler du questionnaire, mais aujourd'hui c'est l'instrument qu'on a, c'est l'instrument qui a été demandé, et dans ce sens, il serait bien quand même de la part de secteur culture et demander bien sûr aux délégations et aux ambassadeurs qui nous aident pour qu'on puisse avoir une réponse. Parce que de toute façon, l'intérêt se démontre aussi par pouvoir répondre à un questionnaire que j'espère que tout le monde l'a reçu. Sinon, on va faire à nouveau de la communication sur ça, puisque c'est très important. Par rapport à une réflexion sur le fond, je voudrais quand même contextualiser quelque chose qui est très important. Pour ceux qui ont eu la chance, ou je ne sais plus si c'est la chance, d'être ministre de la Culture dans des pays du Sud. Donc là, je me porte garant. L'importance des fonds culturels pour les artistes est aujourd'hui, tel que je l'ai dit au début, est une réalité. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70 et 80 dans nos pays du Sud. Aujourd'hui, c'est une réalité dans la plupart des pays de l'Amérique latine, presque tous les pays d'Afrique et surtout en Asie. Aujourd'hui, on a des fonds. Des fonds qui vont directement aux artistes et aux collectifs d'artistes, plus qu'aux ONG. C'est plutôt branché sur le processus créatif de toutes les branches. Donc c'est important de dire que le monde a heureusement changé pour beaucoup de choses en positif, et par rapport au financement des États, autant des États nationaux comme des régionaux ou des locales, aujourd'hui il y a des fonds, ce qui n'était pas une réalité dans les années 70. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de comprendre que les instruments créés par l'UNESCO doivent aussi se moderniser. Et dans ce sens, il est important de remarquer ce qui a été dit ici. C'était l'occasion d'une réunion d'information, donc on ne peut pas parler de fermeture de fonds. Il n'est pas question de ça aujourd'hui dans cette réunion. Ça, c'est une décision qui devra être prise, et bien sûr, c'est les États membres qui devront prendre des décisions. Je comprends aussi l'importance de l'histoire par rapport à l'autonomie de la présidence et du directoire, qui me paraît assez légitime dans le sens où l'art a besoin, et la création artistique, de décisions qui se prennent au niveau de ce que cela peut signifier pour des communautés ou un pays ou une région par rapport au développement qui est demandé dans n'importe quel projet culturel finalement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on puisse y réfléchir, surtout pour arriver à une conclusion qui soit, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Donc, dans quel sens je dis ça? Avoir un fonds et essayer de penser comment est-ce qu'on va investir, parce qu'on parle de l'investissement et non pas de coût pour la culture, avec les fonds qui restent dans le fonds, ça peut être une question. Mais la deuxième chose, pourquoi on ne pense pas de quelle manière ce fonds pourrait se transformer en quelque chose qui soit plus pertinent pour l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment où il y a d'autres fonds nationaux? Ça, c'est une question. Je ne pose pas ni l'une ni l'autre. Je dis, on devrait y penser. Troisièmement, comment penser que ce fonds aujourd'hui, qui peut répondre à des solutions qui ont à voir avec la qualité de vie de nos artistes,
qui en ce moment se pose un problème dans le Sud, puisqu'on n'a pas encore résolu le problème de la survie de nos artistes. On parle de ça dans le Sud encore. Comment est-ce que ce fonds peut être revitalisé? Parce que, je vais être très franc, c'est un fonds, à différence d'autres fonds qu'on est en train de voir, d'urgence, où les privés, je ne vois pas encore, avec le fonds qu'on a actuellement, comment on peut les intéresser. C'est-à-dire, si on ne réinvente pas ce fonds, lamentablement, ce fonds n'a qu'un destin qui est à voir avec les pays membres. Et les pays membres, en ce moment, comme vous l'avez dit, en ce moment, on a des problèmes pour le financement en général, puisqu'on n'a plus les ressources qu'on avait il y a 10, 15 ans. Donc, à mon avis, c'est une question qu'on devrait se poser, mais je pense que essayer d'établir une relation perverse entre le secteur culture et l'administration n'aide pas pour la discussion. Je vais être très franc. À mon avis, on est tous dans le même bateau, et donc des instruments qui étaient importants et qui aujourd'hui, les États membres et nous pouvons penser qu'ils sont importants de les maintenir, il faudrait les réinventer. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'on va se confronter à un mur. Pas avec les pays membres, parce que les pays membres peuvent dire on veut continuer ce fonds. Mais si on n'a pas le financement, même pas pour aller chercher le financement, le fonds va être un fonds virtuel. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit le même fonds et la même force qu'elle a eu à un moment donné où elle a été créée. Je suppose que sur ce point, on est tous d'accord. Donc dans ce sens, moi j'aimerais qu'on arrive à part le questionnaire, dans un dialogue qui soit le plus ouvert possible, à réfléchir de quelle manière on peut arriver à cette réunion avec aussi des solutions et non plus seulement des réclamations par rapport à ce qui a été fait ou ce qu'on aurait dû faire ou ce qui a été mal fait ou plus ou moins fait d'une manière peu souhaitable pour le directoire, en fait, pour le board. Moi, cette question, je me suis toujours posée parce que je veux mettre un exemple. Au Chili, le premier fonds de culture a été créé en 90, la récupération de la démocratie. Le fonds avait 40 000 $. Il y a eu 80 projets. Aujourd'hui, les fonds sont de 38 millions d'euros. Et c'est plus de 10 000 projets de tous les domaines. Donc la question qui se posait à chaque changement de gouvernement tous les 4 ans, c'est, il y a une partie de la société qui était plutôt la société privée, qui avait des fondations qui disaient « Pourquoi vous ne fermez pas ce fonds et vous transformez ce fonds dans un autre projet ?» Et les créateurs, les artistes disaient « Mais ça va pas, non. C'est notre moyen de survie pour faire de la création artistique. » Et c'est une discussion qui est, tous les 4 ans, ça revient et ça revient. On vient d'avoir un changement de gouvernement, et c'est la question qui s'était posée. Et finalement, on arrivait toujours à un consensus, c'est comment prendre l'instrument et le transformer pour les demandes qui sont aujourd'hui dans le monde culturel et des artistes qui sont présents aujourd'hui sur la scène. Et finalement, on est arrivé à un consensus que le fonds était important, mais qu'il fallait y repenser tous les 2 ans, 3 ans pour voir comment on arrivait aux objectifs. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous avons une clarté, comment on a un projet des Nations Unies de ce qui est le développement soutenable ou sostenible. Et dans ce sens, c'est clair que si on voit comment l'appui aux artistes peut se transformer en une construction d'une société qui soit plus égalitaire, plus juste, plus démocratique, effectivement, un fonds comme celui-ci, si on y pense tous, on peut le transformer en quelque chose qui soit important pour arriver à ces objectifs, par la création artistique, par l'éducation artistique, par le travail avec les autres secteurs. Mais je crois qu'on doit sortir de la discussion par rapport au moment où il a été créé, le fonds, et à ce qui était destiné. Aujourd'hui, il est destiné à d'autres choses qui sont aussi importantes et qui ne perdent pas la valeur du moment fondationnel de ce fonds. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, parce que si on reste seulement sur la discussion de
le fonds il doit exister ou pas. Non, je crois que la discussion va plus au-delà. C'est-à-dire, c'est comprendre en quoi on pourrait transformer ce fonds sans perdre jamais, comme l'a dit très très bien la mission ou la destinée, mais voir de quelle façon entre tous on arrive à construire quelque chose qui ne perd pas l'essence de sa création, mais qui puisse répondre aujourd'hui à des attentes. Parce qu'effectivement, maintenir un fonds qui puisse aider 9 projets dans le monde, on va se heurter à un concept d'efficience, efficacité, qui ne va pas supporter. Même si, en étant et en venant du monde artistique, on peut dire 9 projets dans le monde peuvent sauver l'univers. Mais je crois qu'aujourd'hui, on dépasse cela et on doit chercher entre tous, trouver une solution pour pouvoir construire soit de l'idée du fond, soit du fond. Je n'ai pas d'a priori, mais aller au-devant parce que c'est entre tous qu'on va finalement construire quelque chose pour ne pas perdre l'essence de quelque chose qui a été fondamental dans les années 70. Je ne voulais pas me taire, désolé. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Madame Rebecca Sanchez-Bello. Je ne comptais pas prendre la parole, mais après avoir écouté le nouveau sous-directeur général pour la culture, qui nous invite au dialogue, comme l'a fait la directrice générale, qui nous invite à parler en toute franchise et transparence, je ne peux m'empêcher, en tant que directeur du Fonds international pour la promotion de la culture, nommé par M. Mayor, et j'ai été très touché que dans son intervention, il m'ait nominalement mentionné, et je me dois de vous dire, Monsieur le sous-directeur général, que notre ami l'ambassadeur Yaï, président du conseil exécutif et du conseil d'administration du Fonds, a tenu à vous dire qu'il ne veut pas vous faire porter le chapeau de ce qui a pu se passer dans le passé. Vous venez d'arriver, vous nous invitez à un dialogue transparent, et je vous dis franchement que ce qui s'est passé pendant 2 directions générales, j'en suis témoin, je suis un témoin vivant, par rapport au Fonds international pour la promotion de la culture, ça lui dit en des termes très très simples. Il y a la constitution de l'UNESCO, il a ses caractéristiques, ses défauts, mais reconnaissons que c'est l'un des meilleurs actes constitutifs du système des Nations Unies. Si nous prenons le Fonds international pour la promotion de la culture, c'est votre compatriote, monsieur le sous-directeur général de la culture, qui s'appelait Felipe Herrera, qui a été 2 fois de suite président du conseil d'administration du Fonds, après avoir pendant 4 années travaillé pour créer ce fonds sous la direction de René Maheu. Et je tiens là à remercier René Maheu d'avoir légué à l'UNESCO un outil aussi important que le fonds. Vous avez abordé des questions de fond, monsieur le sous-directeur général. Il faut en permanence, quand il s'agit de culture, moderniser et s'adapter à la réalité changeante dans le domaine de la culture beaucoup plus qu'ailleurs. Les fondateurs du fonds ont tenu compte de cela. Et c'est pour cela qu'ils l'ont doté d'un statut qui garantisse son autonomie. Je dis bien qui garantisse, ce n'est pas factice. On ne peut pas être à la fois un fonctionnaire de l'UNESCO et un membre du secrétariat ou un directeur du fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a nécessairement un conflit d'intérêts. Les statuts le disent clairement. Il s'agit de 10 articles, pas 11, 10 articles seulement, qu'il faut prendre la peine de lire pour comprendre la cohérence qui existe entre la constitution de l'UNESCO et la garantie qui est donnée pour avoir un secrétariat qui soit autonome. Pour une raison très simple. Si je suis fonctionnaire, moi, à l'UNESCO, je dois obéir à ma hiérarchie, oui ou non? Oui. Si je suis par contre attaché au secrétariat du fonds, et la conférence générale en 2011 a énormément critiqué et le conseil exécutif et le secrétariat pour des détournements de pouvoir et de procédures qui oublient que les statuts du fonds ont été arrêtés par la conférence générale et c'est elle et elle seule qui peut le changer. Elle garantit cette autonomie. À partir de ce moment-là, quand M. Mayor m'a nommé, je ne voulais pas personnellement rentrer dans ce secrétariat. Mais après une dizaine d'années, j'ai vu que c'était un outil indispensable pour accompagner les efforts d'une institution dans laquelle moi je crois, et beaucoup de gens qui sont ici croient, et qui a besoin d'être accompagné par un outil qui lui permet de travailler avec le secteur privé, les fondations, les institutions. C'est
ce programme que j'ai proposé, parce que je savais, ce n'était pas difficile, qu'à partir des années 80, avec la montée du libéralisme sous le président Reagan, le fonds qui avait été créé en 1974 ne pouvait pas bénéficier autant de soutien des États. Ils peuvent, et moi je l'ai fait pour créer la première journée mondiale de la poésie, qui a disparu, sur la base de décisions adoptées par les États membres. Cette première journée mondiale de la poésie a été célébrée sous l'égide du fonds. Et j'ai pu obtenir du privé et de certains services publics, ce n'est pas l'État, jusqu'à $1 200 000 pour accompagner la manifestation et la reconnaissance. Vous étiez là, Monsieur le Président du Conseil d'administration du fonds, pour que, avec des personnalités comme Jacqueline de Romilly, et on a amené à l'UNESCO, tenez-vous bien, Monsieur le sous-directeur général, la fusée Ariane qui devait accompagner un satellite qui s'appelle Keo, qui devait embarquer un poème dans toutes les langues du monde. Ça a coûté $1 200 000 euros. Ça n'a pas coûté un seul centime au fond. À chaque projet que vous voyez ici, il y a un devoir, puisqu'il s'agit de créer une banque culturelle, de faire une étude de faisabilité qui montre entre ce que je sors pour financer tel ou tel projet et ce que je peux avoir pour accompagner financièrement. Il faut qu'il y ait une étude sérieuse qui montre quel est le bénéfice pour accroître le capital du fonds. Autrement, c'est des fonds perdus. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de demandes qui vont venir. Donc, pour épouser la réalité du terrain, je vous supplie, Monsieur le sous-directeur général, moi personnellement, et beaucoup de gens ici sont tout à fait disposés à accompagner la renaissance du FIPC, mais tel que c'est parti, vous pouvez solliciter autant d'États. Moi, j'étais présent à la réunion convenue aujourd'hui, qui s'est déroulée au mois d'octobre, à la veille de l'élection de la présidence, au lendemain même, 3 jours après son élection. Le débat a été à la commission financière et administrative. J'étais comme une petite souris qui écoutait des choses absolument incroyables. Votre prédécesseur, Monsieur le sous-directeur général, il y a beaucoup de gens qui sont ici. S'ils veulent faire des sauts, c'est le problème. Mais votre prédécesseur a traité, je n'ai jamais vu ça, les États membres qui voulaient revitaliser et donner ce fonds à la disposition de la nouvelle directrice générale, il les a traités par 3 fois en 1 heure d'inconscient. C'est pas du dire ça, c'est des faits. Il y a les enregistrements, vous pouvez les écouter. Et quand ils ont persisté à refuser de faire disparaître ce fonds, ce qu'il a été dit, c'est « vous croyez au miracle ». Eh bien, tenez-vous bien, la plupart des États représentés au niveau des 6 régions ont dit « écoutez, nous croyons encore au miracle ». Et le miracle, c'est ce fonds, il faut qu'il soit authentiquement autonome. Je regrette de dire qu'il est impossible. Moi, j'ai donné de l'argent de ma poche au fonds. Mais je ne l'aurais jamais donné si c'était administré par des fonctionnaires du secrétariat qui peuvent être excellents, mais qui dépendent d'une hiérarchie. Les responsables du fonds, mon salaire, je devais le gagner. Je pouvais recruter des gens à l'extérieur. Il faut qu'à chaque fois, j'assume cette responsabilité. C'est écrit dans le fonds. Comment voulez-vous que quelqu'un qui doit lutter pour avoir de l'argent, pour faire fonctionner non seulement le fonds, mais son propre salaire, soit pris dans le même NAS ou dans la même analyse, à moins de fermer les yeux, que quelqu'un qui dépend d'une hiérarchie pour faire ça. C'est exclu si on veut respecter les statuts du fonds. Je m'excuse d'avoir été aussi long, je n'ai pas pu être plus court.